il va y avoir un tsunami de voitures électriques qui vont arriver sur le marché, mais personne n'en parle. Il va falloir que quelqu'un fasse un championnat de voitures électriques. Ouais. Pourquoi pas moi? Ça va soit décoller et être super, soit ça va tomber en flammes, mais dans tous les cas, ça va être une aventure. Et au final, après 2 ans de préparation, etc., la FIA a lancé l'appel d'offres pour la Formule 1. Salut Propulsion! Bienvenue pour un nouvel épisode. Je sais que ça fait un bout de temps. C'est assez compliqué de faire des épisodes régulièrement, de trouver les invités pour faire ça régulièrement et surtout pour Cédric, Aymeric et moi de pouvoir être au même endroit en même temps, dispo pour préparer les épisodes. Donc, tout ça pour dire, aujourd'hui, je suis tout seul pour cet épisode, mais je pensais que ce serait dommage de ne pas vous faire ça. Je suis à Londres pour un événement ici, de course automobile. Et j'ai toujours voulu parler à un chef d'écurie et avoir son point de vue sur ce rôle, les complexités de ce rôle, parce que c'est vraiment particulier. Il faut que tu saches comment gérer des pilotes, le côté technique, le côté marketing, le côté financier. Et grâce à la Formule 1, j'ai eu l'opportunité de vous amener Sylvain Philippi sur Propulsion Podcast, qui va discuter avec nous aujourd'hui de ce fameux rôle, de sa carrière. C'est le chef d'écurie de Envision Racing, une écurie avec énormément de succès en Formule 1. Donc, commençons maintenant cet épisode. Il y a Sylvain qui arrive dans 2 minutes et on va pouvoir discuter avec lui de tout ça. Profitez de cet épisode, j'espère que vous kiffez à fond. Bienvenue sur Propulsion Podcast. Ça fait trop plaisir de t'avoir avec nous ici. Sylvain Philippi, si vous ne connaissez pas encore, dans le monde du sport auto, une légende, quelqu'un de très important dans ce sport. On est à Londres pour la Formule 1 ici, le London E-Prix. On a réussi à te capturer pendant une petite demi-heure pendant ce week-end de course. Merci de nous rejoindre déjà. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, bien sûr, ça va être sympa. Nous, on se connaît depuis quand même un petit bout de temps. On s'est vu plusieurs fois. Et j'ai eu tellement hâte quand j'ai su qu'on allait s'asseoir, qu'on allait discuter ici, de pouvoir discuter parce qu'en tant que fan de sport auto, toujours été fan de sport auto, j'ai toujours été intéressé du côté aussi hors piste, on va appeler ça, hors pilote de ce milieu-là. Comment arriver au plus haut niveau pour ceux qui te rencontrent là à travers ce podcast ou à travers cette vidéo, tu es le Managing Director et CTO de Envision Racing, c'est ça? Donc, est-ce que je peux dire chef d'écurie? C'est une manière de le dire aussi. Oui, absolument. En arrivant ici, j'étais en train de me demander comment on dit team principal en français. Oui, moi aussi. mais c'est ça. Chef d'écurie, c'est le plus simple. On peut parler de tous les éléments que ça couvre. Exact. Donc, une écurie avec énormément de succès dans le monde de la Formule 1. Tu as été au tout début de l'électrification du sport automobile. Ça t'a amené, donc, du coup, au plus haut niveau aujourd'hui. Et je trouve cette histoire déjà fascinante. On va toucher là-dessus un peu. Et ensuite, discuter pour les fans de sport auto qui regardent ça, qui rêvent un jour d'être chef d'écurie dans n'importe quelle catégorie, comment y arriver, un peu ce que tu as appris au cours de route. Donc, de ce que j'ai compris dans mes recherches avant ça, tu as toujours été fan de sport auto, mais surtout aussi de technologie, c'est ça? Oui. Et petit à petit, tu as réussi à combiner les deux. Ça a commencé au début des années 2000, c'est ça? Tu as commencé à un petit peu rentrer dans le monde du sport automobile. Et quel a été le moment où tu as vu du potentiel, disons, pour toi, en termes de carrière, dans le sport auto? Ok. Je vais essayer de te donner la version courte. Et ensuite, on voit, parce que c'est une longue histoire. Donc, pour histoire courte, j'étais diplômé en France d'une école de commerce et j'ai commencé ma carrière dans l'automobile, chez Mercedes-Benz, donc la partie traditionnelle automobile constructeur. C'est mon background de compréhension du business automobile, c'était ma passion. Je conduisais une voiture sur des parkings quand j'avais 11 ans, l'histoire typique de garçon qui est fou de voiture, tu vois. Et ma carrière, c'était ça dans l'idée, c'est école de commerce, travailler dans l'automobile, c'était mon truc. Et j'avais eu la chance d'avoir une idée assez précise de ce que je voulais faire assez jeune, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, mais bon, moi, c'était mon cas. Et du coup, ça m'a donné des jobs sympas. J'étais chef de produit des voitures Smart en 2003. C'était à l'époque où à Paris, tout le monde conduisait des Smart, c'était la voiture à avoir. J'avais 23 ans, c'était mon premier job. Et énorme rôle quand même, à 23 ans. Ouais, c'était une petite équipe, hein. On était 25 peut-être, un truc comme ça, pour manager Smart. C'était une petite start-up dans le monde Mercedes. Mais ça m'a donné un bon tremplin, parce que ça m'a donné l'expérience d'une grosse entreprise, de comment ça travaille, mais aussi
de comment une petite équipe fonctionne et quand vraiment, c'est un peu comme une start-up, quoi. Il faut que les choses se passent, il faut que les choses se passent vite, il faut prendre des décisions rapides avec des budgets restreints, donc ça m'a donné cette bonne approche. Bref, longue histoire, j'ai fait ça pendant plusieurs années, j'ai déménagé en Angleterre en 2007, c'est quand Daimler Chrysler, qui était Mercedes, s'est séparé, Chrysler est parti et retourné chez FCA et Daimler est devenu Mercedes, est devenu plus germanique. Et je parle pas vraiment allemand, pour différentes raisons, ça allait pas aller. Bref, longue histoire, je suis allé en Angleterre. J'ai travaillé dans le conseil, donc c'est un truc que je voulais faire aussi, mais toujours dans l'automobile. Et j'ai eu de la chance de trouver un job dans le conseil pour l'automobile en Angleterre. Et c'est, pour répondre à ta question, c'est ça qui m'a donné le déclic de voitures électriques. Parce qu'en 2007, 2008, 2009, tous nos projets étaient sur le début des voitures électriques. Donc Nissan qui était en train de travailler sur la Leaf, qui était le plus avancé de tout le monde. Mais tous les autres constructeurs, on travaillait avec eux et ils étaient à différents stades de leur préparation. Mais ils voulaient comprendre quel genre de technologie de batterie, quelle devrait être la taille des batteries, parce que plus la batterie est grosse, plus elle va être chère. Et à l'époque, c'était important en termes d'autonomie, etc. Donc plein de boulot comme ça qui m'ont ouvert les yeux sur le fait que pour moi, en 2009, j'ai eu cette réalisation en me disant il va y avoir un tsunami de voitures électriques qui vont arriver sur le marché, mais personne n'en parle. Tous les constructeurs bossent dessus, il y a des milliards qui sont développés en recherche et développement. Ça va arriver, c'est sûr, mais personne n'en parle. Et parce que là, à l'époque, c'était le tout début. Donc maintenant, quand on en parle, ça semble tellement... En 2009, personne ne parlait de voiture électrique. En Angleterre, à Londres, donc c'était à Londres, il y avait une petite voiture qui s'appelait la G-Wiz, qui était une sorte de micro-voiture sur les voitures sans permis, tu vois. Je me rappelle sur Top Gear, ils ont fait un truc. Que les gens... Il y en avait plein à Londres, mais elle devait avoir une autonomie de, 20 km. Tu pouvais juste faire des petits ronds dans Londres. Il y en avait beaucoup. Et c'était la seule chose. Donc le concept même d'une voiture électrique haute performance, c'était pas une seule personne n'en pensait. Bref, j'ai eu l'idée assez folle de me dire, toutes ces voitures arrivent, il va falloir que quelqu'un fasse un championnat de motorsport de voitures électriques. Pourquoi pas moi? J'ai lancé ma boîte, lancé ma start-up en 2009 qui s'appelait EV Cup, Electric Vehicle Cup. Cup, l'idée c'était en exprès. Cup, c'est un sens assez humble, tu vois. L'idée, c'est pas domination du monde entier en World Championship. C'était juste créer une espèce de début d'amorce de championnat de voiture électrique. Et donc, ça, c'est un énorme saut parce que, aller créer une start-up dans n'importe quel milieu, ça fait déjà peur. Le faire dans un milieu qui est complètement neuf. À l'époque, pas grand monde devait y croire complètement. Et en plus, donc déjà, ça, c'est pour les voitures électriques, mais en plus, prendre l'aspect sport auto, c'était un énorme saut. Donc ça devait faire peur. Là, maintenant, on sait que ça s'est bien terminé, quoi. Mais sur le moment, ça devait être quelque chose qui était quand même assez terrifiant de te lancer là-dedans. Oui et non, avec du recul, oui. Avec du recul, on était 2 ans trop tôt. C'était une très bonne idée, mais on était 2 ans trop tôt. Et le marché n'était pas encore assez mûr, etc. Donc avec du recul. Mais à l'époque, quand tu le fais, tu le vois pas du tout ça comme ça. Pour moi, c'était une opportunité. C'est super excitant. Si ça marche, parce qu'au fur et à mesure, je me suis fait plein de connexions chez les constructeurs, dans le sport auto que j'avais déjà, etc. Donc, on n'était pas quand même fous, quoi. Il y avait quand même pas mal de bases qui étaient là. Il fallait juste qu'on mette ça ensemble, qu'on espère, qu'on vende le concept, en se disant, il y a des gens qui vont aimer, ça va décoller. Mais c'était plus une question de, faisons-le. Si ça marche, super. Si ça marche pas, c'est pas grave, on fait autre chose. Quand tu es dans un stade dans ta vie personnelle où t'as pas beaucoup d'attaches, c'est pas compliqué. Tu peux prendre le risque, quoi. Tu peux prendre le risque, plein de gens créent plein de projets fous. Certains marchent, certains marchent pas. C'était pas plus fou qu'un autre, quoi. Mais bon, voilà, ça c'est fait. Et du coup, on l'a lancé. Et en fait, ça a décollé très très vite parce que le concept était tellement incroyable. L'idée de se dire on lance un championnat de voiture électrique quand même le concept de voiture électrique, même pas de voiture rapide électrique, était déjà un peu étrange. Les gens se sont dit mais ils sont complètement fous. Et quand on a expliqué le concept et qu'on a expliqué la technologie qui arrivait et le genre de voiture qui allait se vendre, tout le monde s'est dit ah oui effectivement, pas tout de suite mais ça va arriver. Et du coup on avait des couvertures, je l'ai encore à la maison. On avait tous les journaux anglais qui adorent l'automobile, la presse, le motorsport, etc. On avait plein d'articles partout qui montraient nos designs, nos renderings, tu vois, les designs des voitures. On avait 4 pages dans le Sunday Times, on avait plein de... Ça a fait un buzz direct. Ça a fait un buzz direct parce que l'idée était tellement dingue, en fait, que tout le monde s'est dit Et du coup, ça nous a permis de lever des fonds très rapidement, très significants. On a eu des investisseurs qui sont arrivés très très vite et qui se sont dit... Ça va soit décoller et être super, soit ça va tomber en flammes, mais dans tous les cas, ça va être une aventure. Et du coup, en fait, ça a décollé beaucoup plus vite que je pensais, parce que l'idée les a vraiment captivés. Mais ça, déjà, même là, tu vois, d'aller récolter des fonds, c'est complètement différent de ce que tu faisais avant. Quand tu étais chez Smart et tout, tu n'as pas ce côté-là. Là, tu prends vraiment donc, le rôle de... tu connais le côté technique,
tu viens du monde du sport auto, mais là, quand c'est ta start-up, tu dois aussi avoir le côté business, récolte de fonds, comment est-ce qu'on distribue ces fonds après, comment est-ce que ça va marcher, et d'adapter ces deux-là. Est-ce que toi, t'apprenais sur le tas, tu travaillais avec des personnes qui étaient spécialisées là-dedans, comment t'as géré ça? Dans tous les cas, il y a une grande partie d'apprendre au fur et à mesure. Hein. Quand quel âge j'avais? 29 ans, quelque chose comme ça. T'es loin de tout connaître. Hein. J'avais 5 ans d'école de commerce, j'avais comme des bonnes bases du côté business, mais bon, c'est comme tout le monde, hein. Tous les entrepreneurs qui y vont, il y a une grande partie que tu connais pas. Le gros, je dirais comme un gros avantage, c'était d'être à Londres et en Angleterre par rapport à la France. C'est sûr qu'à l'époque, en tout cas, lever des fonds, les avocats qui te conseillent en termes de création d'entreprise, c'est beaucoup plus facile. C'était vraiment, il y a un côté en Angleterre et à Londres hyper dynamique. Sur la création de boîtes. Quelles années Donc ça, c'était de 2009. 2009, ok. Bizarrement, très mauvaise période en termes de création d'entreprise. C'est ce que j'allais dire. Le crash financier en 2008. Mais bon. Ça a marché. On l'a fait quand même. Et dans le sport, il y a quand même encore beaucoup d'argent. Donc en fait, la création d'entreprise, la levée d'argent, il y a plein d'avocats spécialisés en Angleterre qui sont bons et tu te fais des réseaux facilement. Donc c'était pas très compliqué. Ce qui était intéressant, pour te faire la longue histoire courte, c'est qu'on a bossé là-dessus pendant 2 ans. Créer, comme tout championnat qui commence, il faut développer une voiture, parce que personne va arriver, et tu vas pas avoir 10 teams avec des voitures différentes. Donc là, vraiment, la période intéressante a été de développer vraiment des premiers prototypes de voitures de sport, voitures de course électriques, avec des pièces qu'on trouvait un peu par-ci, par-là. Encore une fois, l'Angleterre, avec du recul, c'était un bon endroit pour y être, parce que plein de petites boîtes de suppliers de motorsport qui sont là. Et donc on trouvait un moteur ici, un inverteur là, une batterie ici, un châssis qui venait de là. C'est assez dynamique comme c'est un bon endroit, t'as tout dans les alentours. Toute la supply chain qui est là, quoi. Donc ça a bien commencé. Tous les circuits nous appelaient, avec encore une fois toutes les PR, toutes les relations publiques et les articles qu'on avait eus, les circuits qui ont tous des contraintes de journée avec du bruit, tu vois. Donc il y a 90% des journées de l'année où ils peuvent pas faire de motorsport parce qu'ils ont des contraintes de bruit. Donc le téléphone, il sonnait tout le temps de Laguna Seca, de machin, tout le monde qui appelait en disant je veux une course Heavy Cup. Donc voilà, tout ça a décollé très vite. Et au final, après 2 ans de préparation, etc., la FIA a lancé l'appel d'offres pour la Formule 1. Ok, J'ai fait, donc là... On s'est dit assez rapidement, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. Enfin, on allait commencer à faire les courses, la voiture était développée, on avait un calendrier, on avait les fonds, tout allait bien. C'était encore les débuts, hein, il y avait plein de choses, il nous manquait des teams, des pilotes, mais bon, tout ça, ça allait arriver. Mais bon, la FIA a lancé l'appel d'offres pour trouver le promoteur de la Formule 1, donc vraiment le tout début, quoi. Donc la FIA a décidé, ok, on veut faire un championnat électrique. Qui veut gérer ça? En 2012, c'était 2012, donc 2012, la FIA a dit... Ils avaient de la pression à l'époque de la Commission européenne, qui avait dit, voyant la même chose que nous, les voitures vont être électriques, monsieur FIA, il va falloir que vous créiez une filière et une partie, vous ne pouvez pas faire du motorsport 100% pétrole quand il va y avoir des voitures électriques. Et donc ça, plus d'autres combinaisons, font que la FIA a lancé l'appel d'offres, sur lequel on a participé avec nos investisseurs. Et au final, c'est de manière très connue, c'est Alejandro Agag et son équipe qui ont gagné l'appel d'offres et qui sont devenus le promoteur de la Formule 1. Avec du recul, c'était une bonne décision. On avait un bon dossier aussi. Mais Alejandro, ses connexions politiques avec les villes, etc., était un très bon opérateur pour lancer le championnat. Et il y a une partie politique assez importante dans un championnat global avec des courses en centre-ville. Ce qui est différent d'Heavy Cup, nous on allait sur des circuits normaux, c'était plus simple. Ok, donc là c'était pas en centre-ville. La difficulté de la Formule 1, c'était vraiment de créer toutes ces courses en centre-ville. Et là, comme tu dis, c'est très politique. Il y a une dimension politique énorme, donc voilà. Et ensuite, donc toi, tu transitionnes à ce moment-là avec la Formule 1, parce que à ce moment, tu te dis bon, ça va être compliqué d'avoir les 2 championnats, quoi. Exactement. Donc on met le start-up en freeze, quoi, sur la glace. Parce que ça n'a pas vraiment de sens de le faire en même temps. Et puis évidemment, comme toute histoire qui évolue, une fois qu'Alejandro et son équipe ont un championnat, devine quelle est la première chose dont ils ont besoin. Ils ont besoin de teams. C'est sûr. Donc il va nous falloir au moins 10 teams pour aller faire de la Formule 1. Et donc évidemment, là à l'époque, vraiment en 2012, début 2013, il n'y avait pas grand monde qui avait déjà bossé pendant plusieurs années sur l'électrique, le sport auto, l'automobile. J'étais l'un des seuls fous qui avait déjà bossé tous les aspects. Qui avait fait un peu de tout ça, quoi. Et donc voilà. Donc de fil en aiguille, il y a eu une super opportunité de lancer un team en Formule 1 avec un système de franchise, donc c'est important d'être dedans. Et puis aux dernières minutes, l'introduction avec le groupe Virgin et Richard Branson. Donc du coup, on a appelé le team Virgin Racing.
Ce qui a été bien parce que ça a donné une identité au team dès le début, ce qui nous a permis d'être super perfo dès le début. Parce que c'est un grand nom, ça a amené des partenaires, des sponsors, ça a amené de l'argent, ça nous a permis de recruter des super pilotes. Et puis on a amené dès la deuxième année DS, Peugeot Citroën à l'époque. On était la première équipe à amener un constructeur, après Renault qui était déjà là, mais on était la première équipe à amener un constructeur. Et c'est devenu très gros. C'est parti directement. Très vite, quoi. Et pour toi, à ce moment-là, d'un coup, tu es dans ce rôle chef d'écurie. Et donc, encore une fois, transition, tu passes du côté business à ce côté pur motosport, où il faut gérer, donc maintenant, tous les côtés techniques, il faut gérer le pilote. Il y a plein de choses à gérer dans ce rôle-là. Donc, encore une transition où tout change. Et comment tu le vis dès le début? Parce que j'imagine que tu es aussi très impliqué dans le développement du championnat en lui-même, avec les notions que tu avais d'avant, mais aussi de ton écurie à toi. Alors, c'est sûr, mon job principal à l'époque, et prendre du recul aussi, ce qui est amusant, c'est que mon équipe était l'une des rares qui commençait de zéro, en fait. Toutes les autres teams qui étaient rentrés en Formule E étaient des équipes déjà existantes dans d'autres championnats. En F2, donc tu avais Dams, tu avais Apt en DTM. La majorité avait déjà des structures, en fait, et ils ont utilisé leurs structures en disant « Bon, bah les gars, on va faire un championnat en plus, quoi ». Ceux qui faisaient de la F2 et de la F3, ils se sont dit « Bon, on va faire de la FE aussi ». Donc ils avaient une équipe, ils avaient des ingés, des mécaniciens, des machins, des structures, des équipements, des outils, ils avaient tout, quoi. Nous, on partait de rien. On était trois personnes. On était 3 personnes dans un bureau à Londres chez nos avocats, quoi. Donc mes 6 premiers mois à l'époque, c'est genre en termes de start-up à nouveau. Les 6 premiers mois, une fois qu'on avait l'entrée, on a signé en fin 2013. Tous les teams recevaient leur première voiture, je sais pas, mai 2014, avril-mai 2014, et la première course à Pékin en septembre, avec une technologie que personne n'a jamais vue. Avec du recul, franchement, c'était la partie la plus dingue. Pas pour moi, mais pour tout le championnat. C'est parti dans cette direction, ça aurait pu assez facilement partir dans une autre, en fait. Parce que vraiment, c'était nouveau pour tout le monde. Donc pour moi, pendant 6 mois, il a fallu que je crée une structure complète d'ingénieurs, de mécaniciens, d'avoir un workshop, des outils, tout qui se construit, quoi. Ça, ces 6 mois-là, je ne me rappelle pas vraiment, en fait. Pas dormi, Je ne me rappelle pas vraiment, ça s'est fait d'une manière ou d'une autre, et on a réussi, et on a eu plein de changements au fur et à mesure, mais on a tous reçu nos voitures quand c'était à Donington, dans un circuit au nord de l'Angleterre, où on s'était tous basés, parce qu'on s'était dit, il faut tous être ensemble, parce qu'il va y avoir tellement de problèmes, on imagine qu'au moins on va tous résoudre des problèmes, et il faut qu'en collectif on y arrive, il faut que le championnat décolle d'abord, et une fois que le championnat a décollé, ensuite on pourra se préoccuper de se battre l'un de l'autre, quoi. Et donc on a tous commencé, les voitures ne marchaient pas. De mémoire, le premier test, toutes les voitures sont arrivées, elles faisaient un demi-tour et elles étaient arrêtées, plantées, avec des erreurs de partout. Et tous les ingénieurs et les mécaniciens qui venaient de F1, qui venaient de Formule 2, qui étaient des super bons personnes techniques, ils regardaient le truc, ils comprenaient rien, quoi. Il fallait tout apprendre, la gestion d'énergie et tout, etc. Et par somme forme de miracle, on s'est retrouvés en septembre à Pékin. Le promoteur, lui, de leur côté, pendant ce temps-là, a fait un super boulot pour organiser un calendrier avec une dizaine de courses, tout en centre-ville, à Miami, à Pékin, à Londres. Il y avait Paris à l'époque aussi. Oui, on était à Paris en année 1 ou en année 2. Enfin bref, toutes ces villes incroyables, un boulot incroyable en 9 mois. Et puis nous, on essayait de faire marcher nos voitures, quoi. Et au final, on est arrivé et on se retrouve à Pékin. C'est la première course alors. Avec 2 super pilotes. J'avais récupéré Sam Bird dans le programme de développement Mercedes, donc il était affilié à Mercedes F1. Et Jaime Alguersuari, que j'adorais, un super pilote qui était le pilote Red Bull en F1. Le plus jeune pilote, jusqu'à Max Verstappen, c'était le plus jeune pilote à être en F1 à 18 ans. Un pilote avec un talent incroyable. Et donc on se retrouve avec 2 super pilotes. Comment tu fais ça? Je prends une petite pause là-dessus, mais recruter un pilote quand le championnat n'a pas fait ses preuves encore, l'écurie est toute nouvelle. Toi, c'est ta première fois dans cette position. Il faut qu'eux, ils aient confiance en toi, en championnat, en l'écurie, en toutes ces choses différentes. Et comme tu dis, tu as eu des pilotes de qualité. Comment tu t'es pris? C'était un grand pari. Encore une fois, c'était un peu comme les débuts d'Ivicop. Le projet était tellement fou, était vraiment tellement dingue, que parfois ça aide, en fait. Les gens se disent, si ce truc marche, ça va être vraiment incroyable. S'il ne marche pas, ça va être aussi spectaculaire. Mais si ça marche, ça va être vraiment incroyable. Et donc, du coup, tous ces pilotes qui, à l'époque, n'avaient pas de volant pour une raison ou une autre, ou certains en avaient, mais certains en avaient dans d'autres formules plus juniors, mais ont vu le potentiel, en fait. On fait un pari de carrière en se disant, si je vais en Formule E, il faut être là dès le début parce que l'expérience compte énormément. Si tu es là dès le début et que tu as une bonne année, c'est une nouvelle filière de carrière dans le motorsport.
C'est FIA aussi. Ouais, c'est ça, c'est FIA, pas encore un World Championship, mais le niveau en dessous, qui est déjà beaucoup mieux que la majorité de tous les autres. Jean Todt, qui était le président de la FIA à l'époque, était un supporter immense et a fait beaucoup pour la Formule 1. Donc il y avait cette crédibilité de la FIA, de Jean Todt, de Alejandro, de machin, et tout le monde savait que si ça marche, ça va devenir un des championnats les plus impactants de la FIA très vite, quoi. Donc ils faisaient une forme de pari aussi sur leur carrière. Mais ouais, encore une fois, avec Virgin, notre team qui a tapé fort dès le début, on a fait plusieurs choses bien au côté marketing, com, etc. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'il n'y a que 10 teams, il n'y a que 20 baquets, et encore une fois, les pilotes... pour eux, ça leur donne une opportunité de rouler, de faire ses preuves. Ouais, c'est ça. Et puis encore une fois, d'autres teams, Dams avait amené Sébastien Buemi et Nico Prost, qui étaient déjà... Et beaucoup de teams avaient déjà amené les pilotes qui étaient déjà dans leur petit monde. Donc en fait, des teams tout nouveaux, c'est pas tous les 4 matins qu'il y a des teams tout nouveaux, dans des championnats tout nouveaux, qui créent de nouvelles opportunités. Donc ouais, avec du recul, on a fait du bon boulot. Et du coup, on arrive à Pékin et on est sur le podium dès la première course. Ah ouais. Si on m'avait dit ça il y a 6 mois, je l'aurais probablement pas cru. Mais... Ah ouais, donc podium, cash direct. Dès le début. En plus, tu es contre, comme tu dis, maintenant, tu as d'autres écuries qui ont un grand niveau. Le niveau de pilotage, et j'imagine pour les pilotes, c'est quelque chose qui les intéresse aussi. Quand ils voient qu'il y a des Buemi, qu'il y a d'autres pilotes de très haut niveau, c'est leur opportunité de faire leurs preuves à côté de pilotes de très haut niveau. Et ça, c'est quelque chose qui définit la Formule 1 jusqu'aujourd'hui. Le niveau de pilote est dingue. C'est super proche, c'est toujours serré jusqu'à la fin du championnat. Et ça, dès les premières saisons, c'était quelque chose qui vraiment était particulier avec cette série-là. Donc, première année, tu as réussi à compléter la première année. Comment ça se passe jusqu'à la fin de cette première saison? Je me rappelle plus des détails. Je me sais qu'on a gagné, on a gagné des courses, on a fini, je sais plus où on a fini dans le championnat. Génial, on a gagné des courses. On a gagné une course. Oui, on a gagné à Londres. Les premières années, elles sont je suis un peu dans le brouillard. Un peu flou. On a gagné des courses quasiment chaque année. Et je sais plus où on a fini dans le championnat des teams. Mais ouais, vu que c'était une structure complètement neuve et une start-up complète, c'était assez incroyable qu'on y arrive. Et puis du coup, moi, j'étais rapidement occupé pendant la première année à voyant la trajectoire hyper rapide de la Formule 1. Je me suis dit, il va falloir qu'on grossisse très vite. Et du coup, on a fait une approche au groupe PSA et très rapidement, on a été redirigé vers DS. Et bon, longue histoire, on a fait un deal de team usine avec DS. Et donc, très rapidement, pour ajouter à tout ça, en la première année, on a fait un deal milieu d'année avec eux pour commencer à faire un deal avec DS de 3 ans en année 2, 3, 4 et un team d'usine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait à peu près 6 mois pour développer une voiture complète, nouvelle. Et ça, c'était encore plus dingue que tout ce dont je viens de parler. On était en janvier ou en février 2015, on venait de commencer la FE, on avait fait 2 ou 3 courses de la première saison. On fait le deal avec DS et on se dit, voilà, on a 6 mois, on a de janvier à août pour développer un powertrain, toute la partie arrière de la voiture, tout neuf pour la deuxième saison. Parce que c'était la partie où la FE avait dit, le règlement s'ouvre. Donc en la première année, toutes les voitures étaient identiques, ce qui est normal pour commencer un championnat. Mais dès la deuxième année, ce qui est hyper rapide, ceux qui voulaient pouvaient entrer une voiture toute nouvelle. Ce qui pouvait donner un immense attrait en termes de performance. Mais Renault, qui était déjà, etc., avait commencé à bosser déjà depuis plus longtemps dessus. Et nous, on s'est regardé dans les yeux, on avait 6 mois pour faire une voiture. Ce qui est, à chaque fois, tu te retrouves dos contre le mur. Absolument, dos contre le mur, c'est tu vis ou tu meurs, il faut y arriver. Et donc du coup, j'ai passé beaucoup de temps en début 2015 avec DS, avec tout le monde, à assembler un powertrain avec vraiment des pièces de par-ci par-là. Encore une fois, être en Angleterre, ça a vachement aidé. Trouver un moteur électrique avec le bon voltage, la bonne puissance, les inverteurs, la boîte de vitesse. DS a super aidé leur département à Satori course à bosser super comme des fous pour développer une boîte de vitesse, un truc qui allait bien. Et voilà, on l'a fait en 6 mois. On a mission réussie. On a mis une voiture sur le circuit qui était trop lourde. Avec du recul, elle était loin d'être parfaite par rapport à nous. Elle était trop lourde, pas assez efficace en termes de rendement, mais elle avait un couple énorme. Et ça veut dire qu'elle avait des avantages et des inconvénients. Le poids était au mauvais endroit, enfin rien n'était parfait. D'autres teams avaient essayé à l'époque, comme Andretti et d'autres, et en fait ils avaient abandonné. Ils avaient essayé de construire une nouvelle voiture, ils ont abandonné, ils ont retourné à la version de l'année d'avant. Il y avait en fait très peu de voitures nouvelles. Et au final, on a de ce jour en quoi, je crois, le record de pole position. Parce que cette voiture, bizarrement, c'était même pas fait exprès. Elle était trop lourde, le poids était trop haut, mais du coup, elle chauffait les pneus beaucoup mieux que toutes les autres voitures. Donc sur un tour de qualif, notre tour de prep, en fait, les pneus étaient beaucoup plus près que les autres voitures. Et plus, on avait un couple énorme et on était la première voiture avec une boîte à une vitesse, comme on a tous maintenant. Tous les autres avaient encore plein de vitesses. Et du coup, cette boîte à une vitesse, avec la combinaison des pneus, nous donnait une accélération hyper forte. Et du coup,
Je suis pas sûr, mais je crois qu'à ce jour, on a encore le record de pole position sur une saison. Wow. Et donc, on avait des super perfos. Donc maintenant, si tu regardes, il y a des courses incroyables, comme à Buenos Aires en 2 années 2. Seb Bohémy dans la Renault, qui était l'inverse, voiture légère, plus efficace par rapport à notre dragster, tout lourd, mais plein de puissance. On était parti en pole, lui, il était parti dernier. Et en fait, il a doublé tout le monde tour par tour. Et on s'est retrouvé, Sam Bird dans mon équipe, premier, et lui, deuxième. Et au final, on a gagné, il n'a pas réussi à nous passer. Mais tu vois notre voiture qui est en survirage comme une vieille... Il est sorti de virage, après il faut. Voilà, notre voiture, c'était comme une vieille 911 avec tout le poids à l'arrière qui part en travers comme ça. Lui, il conduisait super propre. Nous, on était en travers sur chaque virage. Et au final, on a réussi à gagner quand même. Donc il y avait des différences de techno qui étaient incroyables. Ouais. Et il faut être au courant de ce côté technologique, ce côté technique. C'est ça qui est intéressant là en discutant. Ouais. Je vois dans ce rôle de chef d'écurie, il y a tellement de rôles différents en un rôle. En gros, tu as le côté technique, tu as le côté sport auto qu'il faut comprendre. Enfin, là, on t'entend parler de chauffer les pneus, du couple, etc. Mais tu as aussi le côté business derrière. Et il faut savoir avoir tellement de casquettes différentes. Et c'est rare de pouvoir discuter comme ça avec un chef d'écurie qui a plusieurs années d'expérience comme toi, pour des fans de sport auto comme nous. Et je pense que c'est vraiment intéressant de mettre de la lumière sur ce rôle, les complexités de ce rôle, toutes les choses différentes que tu as dû apprendre, parce que y a tellement de choses. À chaque fois que je regarde un peu ça, je me dis, mais tu as la gestion d'une équipe, tu as la gestion du business. Il faut être un passionné de fou du sport auto et comprendre toutes les parties différentes techniques de la voiture, du championnat en particulier. Comment tu arrives, toi, à gérer ça et quelles seraient un petit peu les leçons que tu as apprises à travers ce rôle? Ok. Grosse question. Pour résumer, tu as raison. La réponse courte, c'est que personne n'est né et ne sort de ses études en connaissant tout sur tout. Donc, tu as des profils de team principal de ma partie de mon job, que ce soit en F1, en FE, dans d'autres, c'est très similaire. Certains viennent d'un angle beaucoup plus technique. Et apprennent la partie business, sporting, humaine, etc. au fil et à mesure. D'autres sont l'inverse, ils viennent d'une partie commerciale, investissement, financière, etc. et apprennent la partie technique aussi au fur et à mesure. Et parfois, dans une certaine mesure, dans ma position, tu n'as pas besoin d'être expert de tout, c'est pas possible. Il faut avoir, mais comme tu dis, ça aide d'avoir une bonne compréhension de chaque département pour être sûr qu'il n'y ait pas un truc clairement qui ne va pas du tout, et il faut pouvoir le voir, quoi. Mais c'est pas possible d'être expert, c'est devenu tellement professionnel, tu peux pas être expert dans tout. Il faut savoir déléguer et trouver les talents, c'est ça, spotter le talent pour chaque rôle. C'est là où j'allais, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu regardes les ingrédients principaux. Si tu veux avoir un team qui a des super succès dans n'importe quel championnat, il faut pouvoir être bon en termes premiers de gestion d'équipe. Hyper important d'avoir les personnes au niveau en dessous de toi qui sont très compétentes et créer un très bon esprit d'équipe. J'ai vraiment de la chance dans mon équipe ici d'avoir le niveau en dessous de moi, c'est des gens avec qui je bosse maintenant depuis quasiment 10 ans. Wow. Certains sont avec moi depuis le tout début, certains ont presque le début, certains sont allés un peu en F1 mais ils sont revenus. J'ai un entourage autour de moi qui est hyper stable, avec des gens, on est comme une famille, quoi. On se comprend super bien, on sait très bien comment on fonctionne, et il faut vraiment avoir une équipe de managers qui est vraiment super, super costaud. Et ensuite, je suis une équipe de 50 personnes. Donc une équipe de 50 personnes, c'est une taille vraiment sympa où c'est suffisamment grand, où on fait quand même plein de choses et on s'amuse bien et c'est costaud, il se passe plein de trucs, mais c'est suffisamment petit où tu connais tout le monde, je connais tout le monde, je connais leur famille, je connais leur situation, je connais ce qui va et ce qui ne va pas. C'est encore une taille humaine. Par rapport à une équipe de F1 avec 500 ou 1000 personnes, tu ne peux pas connaître tout le monde. 50, et d'une manière très personnelle, impossible. 50, c'est une taille humaine, tu connais tout le monde, tu connais leur vie de famille, etc. Et ça aide bien. Donc la partie humaine, super importante. Ensuite, pilote, il faut savoir évidemment, ça paraît évident, mais il faut trouver des bons pilotes. Et c'est aussi une question de timing. Il faut planifier à l'avance, se dire qui va être dispo à telle année, comment ça va marcher, quelles sont les forces et les faiblesses de chaque pilote pour le type de course qu'on va avoir. En Formule E, c'est particulièrement difficile parce que le type de course qu'on a en Formule E change. En F1, ils vont toujours sur les mêmes circuits, ils savent. En Formule E, on avait des courses qui étaient hyper rapides il y a 3 ans, et maintenant on a ces courses de peloton qui sont genre du cyclisme. C'est un talent complètement différent. Donc il faut essayer d'anticiper un peu le genre de course qu'on va avoir pour trouver les pilotes qui vont bien aller. C'est une dimension en plus. Ensuite, évidemment, le troisième facteur, c'est la partie technique voiture. Donc, la partie technique à toi, ingénieurs commerciaux, les outils, les équipements qu'on utilise, etc.
mais aussi le partenariat avec un constructeur. Quel constructeur, dans quel type de partenariat, team usine versus team client. En Formule E, on a fait un pari d'être team client quand à l'époque ça paraissait un peu bizarre, et en fait ça a payé vachement parce que les régulations nous permettaient en fait d'avoir plein d'avantages d'être en team client. Donc essayer d'anticiper ce genre de choses, hyper important. Donc voiture, team, pilote, tout ça, ça paraît logique. Mais il y a aussi une très grande partie politique avec la FIA et la Formule E, le promoteur, ou FOM en F1, etc. Où il est aussi vraiment important de bien comprendre ce qui se passe dans le sport aujourd'hui, dans un an, dans 5 ans idéalement, pas de manière exacte, mais d'avoir une bonne idée de la direction. Et ça permet de prendre des bonnes décisions quand tu as une bonne idée d'où ça va. Et une fois que tu as fait tout ça et que tu as tous les bons ingrédients pour que ton équipe, sur le papier, tu as tous les ingrédients, tu devrais y aller. Tout ça, c'est que 50% du boulot. Ensuite, il y a toute la partie commerciale, marketing. Une équipe de course, c'est une entreprise. Donc, il faut qu'elle fonctionne en termes de revenus versus coûts. Le plus de revenus tu as, le plus tu peux dépenser, le plus tu as de perfo. Maintenant, on a un cost cap, donc il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Mais la vérité est toujours là. Plus tu as de revenus, généralement, mieux c'est. Et ensuite, c'est un cercle vertueux. Plus tu as de revenus, plus tu peux dépenser en perfo. Généralement, plus tu génères de revenus et plus... Donc, on parle souvent... Et les revenus, ils viennent d'où en général? Et les plus grosses dépenses, c'est quoi? Financièrement, une écurie, c'est quoi comme dynamique? En Formule E, plus de 90% des revenus sont du sponsoring, sont des partnerships. Dans des sports plus établis, la F1 being évidente, mais d'autres aussi, ils ont une proportion beaucoup plus grande de revenus garantis en termes de droits télé, de revenus, etc. En FE, c'est une partie toute petite, donc il faut se débrouiller. Les teams, les écuries qui sont les plus attirantes en termes de com, de marketing, d'activation avec des partenaires, de résultats évidemment sur la course, tout ça font des facteurs que ça aide plus ou moins à trouver des sponsors. On a été historiquement plutôt très bons, on a trouvé beaucoup de partenaires qui nous ont aidés à investir, à développer la boîte, etc., à déménager à Silverstone, qui nous a ouvert plein d'opportunités en termes d'accès à des ingénieurs et des mécaniciens qui habitent dans cette région, qui sont d'un super haut niveau, accès à une supply chain de fournisseurs, etc., qui sont aussi là-bas. Donc plein de choses tu construis une maison avec des Lego, tu construis brique par brique, tu construis, et plus tu construis, plus tu as des fondations solides, et plus tu inspires confiance dans le futur, et tu crées ce cercle vertueux. Mais la partie commerciale, management de l'entreprise, ressources humaines, finances, legal, tous ces aspects-là existent parce que c'est une entreprise. C'est ça. Donc, idéalement, tu voudrais passer pas beaucoup de temps là-dessus, idéalement, et le plus de temps tu passes sur la perfo, le mieux c'est. Mais en réalité, si tu as une équipe très solide qui gère le day-to-day, ça te permet de passer plus de temps là-dessus. Et au final, tout est lié, quoi. Mais c'est ça. Et c'est pas juste à ta journée sur le circuit. Et ensuite, quand la journée au circuit est finie, tu as la finance, tu as le marketing, tu as tout ça. Mais une journée typique pour un chef d'écurie sur un week-end de course. Tu arrives, une journée de course. Donc en FE, c'est particulier parce que tout se passe sur une journée. À quoi ressemble cette journée? Tu te réveilles à quelle heure? Est-ce que tu prends le petit déj ou pas? À quoi ressemble ta journée typique? C'est une bonne question. En Formule 2, donc, comme tu dis, principalement une journée. Maintenant, on split un peu. On a la FP1 le vendredi qu'on va avoir bientôt. Là, on est entre Shakedown et le FP1 en ce moment. On va avoir FP1 qui commence plus tard. Et ensuite, tu as raison, la FP2, qualif et course. Donc la majorité, c'est sur une journée. Et puis parfois, on a des double headers. Donc on a qualif FP1, FP1 qualif course le samedi et on répète le dimanche. Donc ça fait des gros week-ends, des grosses journées. Donc ça dépend, en fait, c'est très rythmique. C'est vraiment comme à l'armée. Sur mon téléphone, j'ai des pages de schedule qui sont hyper précis. Et donc le jeudi, typiquement, il se passe encore rien sur le circuit, en termes de voitures sur le circuit. Le mercredi, le team crée le garage. On a accès au paddock, on crée le garage. Donc mercredi, c'est l'installation, le setup. Jeudi, c'est la journée en opérationnel, c'est préparation des voitures. Les voitures sont sorties des boîtes, elles sont complètement démontées et remontées chaque course. Donc ils réassemblent tout, le powertrain, etc. Donc tout ça, ça se passe le jeudi. Le vendredi matin, en termes opérationnels, c'est quand les voitures sont finalisées, là où tu fais le setup. Donc vraiment, quand tu mesures tout, super, les ingénieurs disent je suis à Monaco, la piste est comme ça, donc je veux une ride de telle hauteur, et ils peaufinent la voiture. Et le vendredi après-midi, on est sur le circuit. Ça, c'est la partie opérationnelle. Pour moi, le jeudi, c'est surtout commercial, marketing, toutes les réunions avec le promoteur, la FIA, tout le rythme régulier d'un calendrier. On se rencontre, tous les teams principaux, on se rencontre toutes les courses pendant toute l'année parce qu'on a plein de sujets à traiter. Donc il y a une réunion entre tous les chefs d'écurie. Toutes les semaines, tous les week-ends de course.
on se rencontre, on passe plusieurs heures ensemble, avec aussi la FIA et le promoteur. Parce qu'il y a toujours plein de sujets à discuter. Sur l'événement lui-même, l'événement lui-même, marketing, tout ça. Et puis ce qui se passe dans 2 ans, ce qui se passe dans 5 ans. On est toujours... la beauté du motorsport, pour ceux qui aiment, c'est que c'est une roue de hamster. Tu vois, ça ne s'arrête jamais. Tu as la saison dans laquelle on est en ce moment. On est déjà évidemment en train de tester et planifier la voiture pour l'année prochaine. Mais on est aussi en train de travailler sur la nouvelle génération de voitures, la Gen 4, qui va arriver en 2026. Mais on est déjà à fond là-dedans. Parce que tout la durée... pour les composants, les régulations, etc., et de 2 ans. Donc en fait, on est déjà à fond en train de travailler sur la voiture qu'on va avoir dans 2 ans. Dans 2 ans et demi, qu'on va rouler en 2027. Donc ça paraît très lointain, mais en fait, on est déjà beaucoup dessus. Donc il y a tous ces sujets, et donc le jeudi, c'est sponsor, marketing, partner, tous les partenaires, la relation avec FIA, et, Formule E, etc. Et puis toute la journée. Très importante, comme tu disais, avec ces sponsors qui sont le financement derrière l'équipe. Absolument. Et puis l'idée absolue, c'est que tous nos partenaires amènent leurs clients, leurs invités, etc. Et l'idée, c'est de montrer. En Formule E, on essaie encore d'être très ouvert. C'est pas toujours facile où on est dans les villes, mais on essaye d'avoir le plus possible d'invités qui viennent dans nos garages. Je peux leur montrer les ingés, les écrans, les pilotes, les voitures. On essaie d'être le plus ouvert possible et d'être très démocratique. Donc il y a j'ai une équipe marketing et commerciale qui est assez importante et qui fait ça pendant longtemps. Et puis, avant que tu t'en rendes compte, il est déjà vendredi après-midi. Et puis voilà, tu as FP1. On est maintenant, FP1, les pilotes vont sur la course, débrief, le premier débrief qui est vraiment intéressant parce que c'est la première fois qu'on est à puissance full power sur le circuit. Et puis voilà, et puis après, t'es dans le week-end de course. Donc on se lève, dès qu'on est samedi, dimanche, c'est levé entre... Ici, c'est un peu atypique parce que la course est un peu plus tard, mais normalement, c'est levé entre 5 et 6 heures du matin. Au circuit à 6h30, généralement. J'arrive une demi-heure après les autres, mais après le team opérationnel, 6h, 6h30 au circuit. Et généralement, on part entre 10h et minuit. Et ensuite, rebelote la deuxième journée, à nouveau, 5h du mat. Ça fait des grosses journées. Et puis, il y a des cas, ça, c'est quand tout se passe bien. Mais on a eu un cas, typiquement l'année dernière, où à Rome, il y avait eu un gros crash avec 6 voitures qui ont été détruites dans un accident. Oui, je me rappelle. Et les voitures, mais vraiment détruites. La seule pièce qu'on a gardée, c'est le volant. Toutes les autres pièces, on a construit une voiture à partir de 0 en une nuit. Et donc là, personne n'a dormi. La voiture est rentrée dans le garage à 6h du soir, en miettes. Et une voiture toute neuve, est sortie du garage à 7h du matin, 13 heures après. C'est incroyable. Juste avec une demi-heure de rab pour faire la FP3. Et la voiture était pile poil, nickel, setup parfait, tout marchait, ce qui était loin d'être gagné. Et donc là c'était chaud. Là. Mais de pouvoir reconstruire toute une voiture comme ça en une nuit, c'est quand même assez exceptionnel. C'était complètement dingue, Surtout qu'en plus, c'était plusieurs teams dans le paddock, donc il fallait qu'on trouve les pièces, les powertrains, etc. Et donc ça, heureusement, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, ça veut dire que on ne dort pas entre le samedi matin, de 5h du matin au dimanche soir à minuit, personne n'a fermé l'œil. Et ça, ça, il ne faut pas le faire trop. Ça doit être intense. C'est là où le motorsport, c'est joli, mais bon, le dimanche soir, on réalise pas quand même. Le dimanche soir, tu es content que ça se finisse. J'imagine. Et est-ce que tu as des routines, tu as des choses que tu aimes faire avant une session? Est-ce que tu aimes parler aux pilotes, tu aimes les laisser tranquilles après chaque course? Comment tu fais ça? Tu leur parles ensemble? Tu parles individuellement? Est-ce que tu as des manières spécifiques de gérer une journée de course? Ouais, c'est une bonne question. Encore une fois, je ne suis pas tout seul. Donc, ça dépend aussi des caractères des pilotes. Certains pilotes sont hyper détendus et rigolent, discutent et puis mettent leur casque et leur truc à la dernière minute et montent dans la voiture. Parfois même les commentateurs à la télé disent comment ça se fait qu'il est encore... La session commence dans 5 minutes, il devrait déjà être dans la voiture. Certains pilotes sont super décontractés et d'autres adorent être dans leur zone 20 minutes avant, tout casque, tout préparé, ils sont hyper concentrés, ils visualisent le laps, ils sont tous un peu différents. Donc... une demi-heure avant une session, tout est déjà planifié, discuté. Il n'y a rien d'important à discuter. Tout a déjà été super planifié. Donc ça dépend un peu vraiment de la personnalité des pilotes. Et puis encore une fois, il n'y a pas que moi. J'ai un sporting directeur, j'ai un directeur sportif, un directeur technique. Les 2 ingés courses qui sont vraiment les leaders de chaque team, de chaque moitié du garage d'un pilote, sont vraiment ceux qui parlent aux pilotes le plus pendant un week-end de course. C'est leur contact direct en fait. Donc c'est surtout eux qui font la majorité. Moi, j'arrive, on fait une blague, on discute, Après, évidemment, parfois en fin de saison, il y a des discussions un peu plus tendues ou compliquées parce que qu'est-ce qui se passe si un tel est en premier au championnat et l'autre est derrière? Il y a un peu d'orchestration à faire. Ça fait partie du boulot aussi. Ça, c'est vraiment un truc que tu apprends sur le tas parce que personne t'apprend ça à l'école. Et tu te rappelles d'un scénario comme ça où tu as dû gérer Ouais, on en a eu plusieurs. On a eu la chance de... Cette année, on n'a pas eu la meilleure année, donc on va pas gagner le championnat cette année, mais quand tu es en compétition pour le championnat, ça arrive quasiment chaque année. Et donc,
C'est normal, si tu as un cas, par exemple, si tu as un pilote qui est derrière l'autre, mais qui a plus d'énergie, qui est, pour une raison ou pour une autre, est plus rapide et qu'il faut le laisser passer, il faut savoir orchestrer ça, il faut savoir gérer la partie ce qui se passe en course. Et comme tu as vu en Formule 1, on s'ennuie pas. C'est une course de un peu moins d'une heure. Énormément. Mais il y a énormément de changements. Et je crois que sur l'app, c'est possible pour tous les fans d'écouter les radios en live de toutes les teams. Tu peux choisir les pilotes et écouter les radios de tous les teams. Et les teams pilotes se parlent sans cesse. Ce qui est atypique en motorsport. Normalement, il y a un peu de dialogue, mais en Formule 1, ils se parlent tout le temps, parce qu'il y a tellement de changements à faire sur la voiture, sur la stratégie, attack mode ou pas, ce que font les autres. C'est très très intense. Est-ce que toi, tu parles au pilote directement, ou c'est l'ingé seulement qui... En théorie, jamais. La plupart en F1, c'est pareil. Dans d'autres, en théorie, il y a une structure hiérarchique très claire, et la seule personne qui doit parler de manière normale au pilote, c'est l'ingé course, qui a lui-même ensuite un ingé perfo, un ingé système, un ingé software de chaque côté. Ensuite, derrière moi, avec moi, j'ai mon directeur technique, la stratégie globale, encore des ingés perfo, système, etc., qui ont la vue globale des deux voitures. Mais vraiment, pour un pilote, tu veux éviter d'avoir trop de gens qui parlent. Donc, généralement, moi, si je parle à un pilote, c'est généralement une mauvaise nouvelle. C'est qu'il y a vraiment un truc... Il y a eu un problème. Il y a eu un problème où, voilà, normalement, je ne dois pas parler. Mais je crois que j'ai 12 ou 14 canaux dans mes oreilles. Donc parce que constamment... Alors ça, c'est un truc aussi ça prend un peu de temps pour s'y habituer. Mais quand je suis à l'arrière du garage, mon oreille droite, c'est la partie droite du garage, donc Seb, Bouhémi. Et là, j'ai 6 ou 7 canaux dans l'oreille droite. C'est la partie Seb, donc stratégie, système, perfo, et puis le canal principal entre l'ingé et le pilote. Et pareil dans l'oreille gauche, qui est la partie gauche du garage. Donc quand je regarde, mais tu dois avoir... C'est quand on voit une vidéo de toi ou d'autres chefs d'écurie qui ont l'air super concentrés, c'est parce qu'on ne réalise pas qu'ils ont 12 personnes qui leur parlent en même temps. Tout le monde parle. Et parfois, tu es obligé de changer un peu les volumes, parce que si, par exemple, il y a une période un peu tense de la course où vraiment il faut parler de stratégie, je suis obligé de baisser le volume de certains trucs pour bien comprendre ce qui se passe là. Et puis là, je peux parler. Même encore une fois, pas trop, parce que généralement, les stratégies est bien préparées et on sait déjà, il y a plan A, B, C, D. Donc on prend des réactions. Mais il arrive quand même que c'est la beauté de la course. C'est l'imprévu. Personne ne peut planifier une course à l'avance. Parfaitement. C'est ça qui est intéressant et qui est super dans le motorsport, c'est que c'est excitant. Et donc du coup, pour nous, il y a quand même plein de situations où il faut qu'on discute un peu. Est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça? Il faut improviser d'une manière ou d'une autre. Et donc, voilà. Et les ingés dédiés à leurs pilotes, eux, ils ont beaucoup moins de canaux dans leurs oreilles. Ils ont 2 ou 3, ils ont juste leur partie. Et puis, ils font confiance à nous à l'arrière pour leur relayer les infos qui peuvent être pertinentes selon la situation. En fait, l'info se fait filtrer le plus proche qu'elle arrive du pilote. Exactement. Et après, une fois que ça arrive au pilote, Et cette relation avec les pilotes, justement, ça doit être quelque chose aussi pour toi, parce que tu as envie d'être proche avec eux, de bien les comprendre, mais en même temps, c'est une relation boulot, c'est une relation pro. Tu dois, à certains moments, s'il faut donner des team orders ou il faut dire quelque chose, à ce moment-là, tu es leur boss, quoi. C'est plus tes potes. Comment tu gères cette relation amicale et professionnelle en même temps avec des pilotes qui sont en train d'être en compétition au plus haut niveau, et toi aussi? Ouais, c'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse simple. Encore une fois, c'est beaucoup du caractère des pilotes. Ils sont tous assez différents. Ils ont des backgrounds différents, des caractères différents. Mais oui, c'est pas très dissimilaire à l'esprit start-up dont on parlait au début. Quand tu bosses dans une start-up, tu passes tellement de temps ensemble. Bon, les gens utilisent l'esprit de famille. C'est vrai que dans un sens, c'est pas vraiment une famille, mais tu passes tellement de temps avec une petite équipe quand tu commences quelque chose qu'en fait, c'est la même chose. C'est une relation de boulot, mais en fait, tu passes tellement de temps ensemble que c'est plus que du boulot, quoi. C'est pas juste le job normal de 9h à 5h et tu t'en vas, quoi. C'est un esprit différent. Les pilotes, c'est un peu pareil. Évidemment, la partie humaine est super importante et tu le vois, il y a plein d'exemples dans le sport auto. Ou même tous les piliers dont je parlais au début, la voiture, le team, les équipements, tous les trucs, il faut avoir tous les bons éléments du puzzle pour que sur le papier, tu aies une bonne écurie. Il faut aussi cette mayonnaise, il y a aussi cette espèce de touche de magie où il y a un moment, il faut qu'un esprit d'équipe soit vraiment bon, et c'est ça qui amène de la perfo aussi. Et il y a plein d'exemples dans le passé où sur le papier, tu avais des équipes qui en fait avaient tout, et pour une raison ou pour une autre, ça clique pas, et la perfo est pas là, il y a des tensions, etc. Et du coup, ça marche pas. C'est comme au foot, souvent. Tu as des équipes de superstars, et il n'y a pas de performance. Exactement. Et c'est la beauté du sport, c'est la raison pour laquelle moi, c'est mon aspect préféré de cet environnement et de ce job, et je crois que c'est pour ça aussi que les fans aiment bien, c'est que dans le sport auto, comme tu sais, c'est l'un des très rares sports où tu as une partie technique, technologique hyper importante. Si tu n'as pas une bonne voiture, tu peux rien faire, quoi. Il faut avoir... Mais il y a aussi un côté humain et sportif.
Et avoir ces deux éléments à un niveau super haut, être très très fort techniquement, voiture, team, etc., mais aussi manager l'aspect humain, pilote, mais aussi la petite équipe dont je parlais, il y a très peu de business comme ça en fait. Ouais, il y a beaucoup de business qui sont l'un ou l'autre, mais les deux ensemble, c'est rare. Et la beauté du motorsport, c'est que, et aussi la pression pour moi, c'est que tu peux pas te cacher. C'est ça qu'on dit. Il y a plein de business, de start-up. Si tu as fait une erreur ou un truc, on n'en parle à personne, et puis tu essaies de le corriger et tu recommences. Ici, on est en télévision, et si on fait une erreur, tout le monde le voit. Il y a la data qui cache rien aussi. On ne peut pas se cacher. Si on fait une erreur de stratégie ou que machin, tout le monde le voit. Tout ce qu'on peut dire, c'est ouais, ok, on s'est pas bien débrouillé, on va recommencer. Donc il y a cette pression de maintenant on y va, c'est go time et c'est fini. Tu peux plus rien changer. Et moi j'aime bien. C'est un côté où une fois que tu y vas, tu peux plus réfléchir, tu y vas. Ouais. Mais bon, après c'est pas pour tout le monde. Et puis. T'as cette adrénaline aussi, même si t'es pas dans la voiture. T'as un côté d'adrénaline qui est dingue, j'imagine, de tout ce travail, tous ces mois de boulot qui viennent sur une journée de course. Ouais. Ça doit être assez exceptionnel. Ouais. Et c'est pour ça qu'on devient tous fans de sport auto. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes ici qui rêveraient être dans ta position en tant que chef d'écurie aussi, pour pouvoir vivre ça. Ouais. Est-ce que tu aurais un petit conseil, parce qu'après on va devoir te laisser y aller parce qu'on est quand même sur un week-end de course, pour quelqu'un, un fan de sport auto qui regarde ça, qui aimerait pouvoir entrer dans ce milieu qui est quand même limité, quoi, et poursuivre son rêve comme tu l'as fait? C'est difficile. Il y a plusieurs. Non. Et moi, je suis un grand fan il faut croire en tes rêves et si tu as vraiment une idée, il faut y aller parce que c'est un peu mon idée dont on parlait du VCOP au début. Avec du recul, ça paraissait un peu dingue, tellement dingue que. Mais en fait, si tu y crois et que tu as une idée et que dans ta vie, tu es dans une position où tu peux le faire et si ça marche pas, tu vas faire autre chose, il faut y aller, il faut le faire. En termes de conseils plus pragmatiques, il y a plusieurs portes d'entrée, vraiment. En termes des cas comme les miens, ils sont un peu atypiques, et il y en a d'autres. Hein. Il y a plein de team principals qui ont des backgrounds divers et variés, ça arrive. Mais la partie la plus logique et réaliste, c'est qu'il y a plusieurs entrées. Il y a l'entrée côté technique et engineering. Ouais. Et c'est la plus grande proportion du staff d'un team, c'est la partie technique. Et au final, mon job, c'est celui qui est peut-être un peu plus visible, mais tout le team en dessous de moi, ils ont le même buzz, la même adrénaline et ils ont la même satisfaction. Il n'y a pas besoin il y a plein de jobs qui sont super intéressants qu'on ne voit pas, mais qui sont hyper intéressants. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, il y a une énorme opportunité parce que des personnes avec un background technique, engineering, qui sont intéressées par la partie technologie, eh ben, il faut aller à l'université, il faut aller apprendre ça. Et ensuite, il faut commencer dès le début. Tous les ingés, ils ont commencé en Formule 4, en Formule 3, aller faire de l'expérience dans les catégories juniors. Et tu apprends énormément en un an dans ces catégories. Le concept est franchement pas très différent. Ouais. C'est un peu la même chose. Tu as un pilote, tu as une voiture. Les voitures sont évidemment beaucoup plus simples. Il y a beaucoup moins de capteurs, il y a beaucoup moins de data, etc. Il y a moins de stratégie. Mais le rythme est là. Tu as le rythme des sessions, ce qui fait avancer une voiture, ce qui n'est pas, la gestion du pilote, tout ça, ça arrive. Et la bonne nouvelle, c'est que le sport auto est quand même très, très dynamique en ce moment. Il y a beaucoup de championnats avec beaucoup de pilotes. C'est pas un milieu en crise, il se passe plein de choses. Et du coup, il va y avoir une demande de jeunes ingénieurs, de jeunes mécaniciens, de jeunes staff techniques qui va arriver. C'est un bon moment, quoi. C'est un bon moment, c'est un très bon moment. Alors après, il faut savoir aussi pivoter un peu sur l'électrique. La Formule 1 est encore un championnat parmi plein qui sont encore thermiques. Mais je pense que maintenant, avec du recul, on parlait d'IVCOP en 2009, maintenant, il n'y a pas besoin d'être un génie pour comprendre que la partie électrique va grandir. Évidemment, la F1, ça va rester pendant encore très très longtemps et d'autres, mais il va y avoir une filière électrique qui va se développer. Et en Angleterre, je fais parfois des interventions dans des universités là-bas, et je vois plein d'ingénieurs en école d'ingénierie qui voient le futur et qui disent, moi je vais me spécialiser en électronique, mécatronique, ils appellent ça, le mélange entre mécanique et électronique, se spécialiser là-dedans. Je ne dirais pas que ça te garantit, mais ça donne une super porte d'entrée. Et ensuite tu évolues comme. Parce qu'on est encore tôt là-dedans. Même si ça fait depuis 2009 justement quand tu commençais. Absolument. C'est encore le début et donc c'est une opportunité, une porte d'entrée à ce milieu-là. Absolument. Et la Formule 1 va grandir, c'est sûr. On est à nouveau en période de croissance très importante, donc les teams vont grossir, les staffs vont grossir.
Un jour, je ne sais pas quand, mais un jour, il va y avoir une catégorie junior de Formule 1. Ouais. Il va falloir que ça arrive un jour. Donc, il va y avoir un nouveau sport, 10 autres teams, ou des teams comme le mien qui vont grossir et qui vont faire l'équivalent de la F2 électrique. Okay. Ça va arriver un jour, c'est sûr. Je ne sais pas quand, mais un jour, ça va arriver. Donc, ça va créer cette filière pour tous ces jeunes staff pour rentrer. Et puis ensuite, il y a aussi toute la partie commerciale, marketing, social media, digital, qui est maintenant énorme. Ouais. Il y a toute cette partie cachée qu'on ne voit pas trop, mais il y a plein de jobs super où tu voyages le monde et tu fais tu as toute la partie fun du motorsport. Ah, c'est génial. Et tu y rentres aussi. Mais c'est comme tout, évidemment, c'est compétitif, beaucoup de gens veulent y aller, mais c'est comme des boulots dans l'aérospatial et dans d'autres jobs. Si quelqu'un a vraiment la détermination d'aller travailler dans ce milieu, eh ben, il faut y aller, il faut offrir de faire des stages et d'avoir de l'expérience. Et se jeter dans le tas. Il faut vraiment se jeter. Et moi, je suis un grand... Au final, il faut vraiment se poser la question, qu'est-ce que tu as à perdre versus qu'est-ce que tu as à gagner, hein. Et il y a un moment, évidemment, il y a des stades dans ta vie où tu ne peux pas prendre un risque comme ça, mais il y a aussi des stades dans ta vie où tu peux. Ouais. Et au final, parfois, les gens se font des montagnes de qu'est-ce qui pourrait se passer, etc. Mais au final... Il faut juste essayer et ensuite tu verras. Et si quelque chose ne marche pas, eh ben, on fait autre chose. Et comme tu dis, c'est un bon moment. Je pense que c'est quelque chose de ouf pour tout le monde d'entendre ça. On va devoir te laisser y aller. Moi, je pourrais discuter encore pendant super longtemps. Mais FP1 dans moins d'une heure. FP1 dans moins d'une heure. Donc, bon courage ce week-end. London E-Prix. Nous, on sera tous en train de te suivre, de suivre l'écurie. Merci d'avoir pris ce temps. C'est fascinant. J'espère que vous avez bien kiffé cet épisode, appris quelque chose sur ce rôle qui est très connu, mais les coulisses de ce rôle sont quand même assez cachés. Donc d'entendre ça, d'entendre ton point de vue, c'est fascinant. Donc Sylvain, merci d'avoir pris le temps et bon courage ce week-end. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Ciao, ciao. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. Super intéressant de parler avec Sylvain de toutes ses expériences, les débuts aussi de la Formule 1, des histoires que moi je ne connaissais pas du tout, mais fascinant d'entendre tout ça. Donc un énorme merci à lui de nouveau de nous avoir rejoints ici. Bien sûr, Aymeric et Cédric nous manquent et c'est un truc qu'on va commencer à tester peut-être de temps en temps quand il y a des bons épisodes à faire comme ça. On va essayer de pas tout le temps se bloquer juste parce qu'on n'est pas tous les trois là. Donc, j'espère que vous avez kiffé. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. Il y a toujours Propulsion Shop qui est ouvert, dispo avec des casquettes, des porte-clés, des t-shirts si vous le souhaitez. Et je vous dis à la prochaine. On va essayer d'avoir des épisodes plus réguliers. Ciao, ciao.